Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va parler de l'ISF. J'ai un objectif très simple avec l'ISF. J'ai un but dans cette émission, c'est d'essayer de te faire réagir différemment. Donc je vais commencer tout de suite par te dire de quoi on va parler. On va parler tout simplement de l'ISF et de cette notion de prendre avec cette notion de gagner. Alors, tu t'inquiètes pas, je vais tout expliquer. Avant ça, avant qu'on attaque, laisse-moi te dire les codes d'usage habituels. Pense à noter cette émission et me laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Pense à parler de cette émission à une personne autour de toi. C'est tout simple, c'est tout bête, mais tu dis « Hey, tu sais, j'écoute les émissions de Nicolas de Immobilier Compagnie sur iTunes ou je ne sais pas où tu m'écoutes. » Et ça m'aide encore plus. Et tu lui dis bien sûr que c'était génial. Hein. Et enfin, si tu veux télécharger mon livre, tu vas sur mon site et puis tu le télécharges et c'est génial. Allez, c'est parti. Donc, émission sur laquelle j'ai un petit couac, mais je te l'expliquerai au moment où ça va arriver. Et on va donc essayer tout simplement de s'attaquer à ce difficile sujet qui est l'ISF, l'IFI. Et on va essayer de voir ensemble comment on peut changer de mentalité et comment on peut passer de gagner à prendre. Alors, c'est là où je t'explique enfin ces deux notions. Alors, gagner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as envie de faire profiter les personnes autour de toi et donc tu leur fais gagner quelque chose en leur proposant un service, un bien, etc. Et prendre, c'est cette notion de je veux ce que tu possèdes, donne-le-moi, j'en ferai un meilleur usage. Je crois que déjà, rien qu'en te disant ça, tu vois très clairement de quoi je parle. C'est cette notion finalement opposée un petit peu où d'un côté, on a un État qui veut nous prendre parce qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qu'il peut faire avec notre argent. Et d'un autre côté, nous avons bien évidemment des sociétés qui proposent des services dans le but de donner du plaisir ou faire gagner quelque chose à un ménage. Et voilà, on se retrouve dans cette espèce de configuration opposée. Et mon but dans cette émission, ça va être au travers de cette magnifique impôt que nous sommes les seuls à posséder, l'ISF, te montrer finalement que les réflexions qu'il y a derrière ne te donnent que la moitié du problème. Ou en tout cas, on va essayer de voir ensemble comment tu vas pouvoir penser différemment. Alors, accroche-toi, ça va être un mélange d'histoire, de réflexion et de beaucoup de choses. J'espère que tu aimes parler fiscalité, ça devrait être intéressant. Alors, on commence par l'histoire de l'ISF. Est-ce que tu connais l'histoire de cet impôt ? C'est un impôt qui, on va dire, voit ses prémices, ou en tout cas émerge lentement comme étant une petite idée après 1945, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque à ce moment-là, par rapport à la situation, il est créé temporairement un impôt, l'impôt de la solidarité nationale. À tes souhaits, Nicolas, je recommence. L'impôt de la solidarité nationale qui permet donc, au même titre que le DSF, de récupérer de l'argent sur du capital. Le capital, c'est l'argent que tu mets de côté, toi ou moi. D'accord ? Et à partir de là, cet impôt étant temporaire, nous n'en entendons plus parler. D'accord ? Ensuite, en 1965, tu as la CGT. Tu connais la CGT, ça existe toujours. D'accord ? Lance une espèce de campagne où il demande un impôt pour les gens les plus fortunés. Bon, c'est un petit peu une demande issue d'un syndicat, bon voilà, mais pas plus, pas moins. Et il faut ensuite continuer d'avancer jusqu'au gouvernement de notre ami Valéry Giscard d'Estaing. Vois-tu qui est cette personne ? C'est un des présidents de la France. Et lui, en fait, en 1974, il va tout simplement lancer une étude pour aller dans le sens de la demande et de la campagne qui a été instaurée en 1965. Il va lancer une étude visant à créer un impôt qui toucherait que les riches. Et cette étude, suite au résultat de l'étude, il devait prendre sa décision. Bon, je te le donne en mille. L'étude était défavorable et elle indiquait, je tiens quand même à te le préciser, que un impôt sur la fortune ne produirait aucune efficacité en France en termes de ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte. En fait, on va en parler dans cette émission, mais
les gens t'agitent devant les yeux toujours ce que rapportent les choses, mais on oublie de te dire ce que ça coûte. Et nous, on va parler un petit peu de l'envers de la médaille. Alors, je sais là ce que tu es en train de te dire. Ah oui, mais toi, Nicolas, tu es contre l'ISF. Alors écoute, je vais être très clair avec toi. Oui. Tu t'attendais à un truc, tu sais, un méga argumentaire. Oui, mais tu sais, pas tout à fait. Non, non, c'est vrai. Je vais t'expliquer. En fait, je peux l'expliquer maintenant. D'ailleurs, je ne vais pas faire de digression en le disant maintenant. C'est très simple en fait. Je suis contre l'ISF pour une seule et unique raison. Quand tu fais quelque chose, il faut essayer au maximum d'éviter de se comparer. On ne va pas se mentir. Il faut éviter au maximum les comparaisons. Malheureusement, quand tu fais des choses qui sont en compétitivité, ne pas finalement se comparer, c'est aussi être fou. Je m'explique. Imaginons, tu vois, j'ai un stylo dans les mains. Imaginons que tu veux sortir un nouveau stylo, d'accord, et que en fait, tu as travaillé chez Bic et ton projet, c'est de copier Bic. C'est-à-dire que tu prends un stylo Bic, tu as déjà dû en avoir un dans les mains. Ton projet, c'est de faire exactement le même, d'accord. Tu vas faire là tout pareil. Tu te fournis dans la même usine, tu copies ton ancien employeur. En fait, tout simplement, c'est pas un bon conseil ce que je te donne là, mais c'est pour l'image. Tu copies ton employeur, ton ancien employeur, et tu vas te lancer de manière concurrente sur son marché. Tu vas créer un stylo Bic. Bon, tout simplement, quand tu es en concurrence comme ça, il n'y a qu'une seule chose à se dire. Ok, qu'est-ce que tu proposes ? Quelle est la valeur que tu proposes, toi, concurrent de Bic, face à Bic ? Parce que forcément, si moi je vois un Bic et je vois un Pop, je m'appelle Popovic, bon, j'ai pas fait trop d'efforts sur le nom de mon stylo. Je vois un Bic et je vois un Pop. Et je me dis, bon, je vais acheter le Bic ou je vais acheter le Pop. Imagine, le Bic est à 1 euro et mon Pop, il est à 1,50 €. Sans aucune raison apparente. C'est les deux mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence. Je prends les deux stylos. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire ? Si je ne vois pas de différence, je vais aller au moins cher. Et ce comportement, tout le monde aurait ce comportement-là. Ils sont rares les gens qui vont acheter le Pop en disant « Hey, j'ai acheté un Pop 50 centimes plus cher qu'un Bic qui a copié Bic et qui n'apporte rien de plus. » Mais non, je rajoute un bouchon en froufrou, tu vois. Je rajoute un bouchon un peu, tu vois, original ou quoi. Ça, qui me coûte 1 centime. Mais ça peut justifier les 50 centimes. Mais tu vois, qu'est-ce que tu rajoutes, qu'est-ce que tu apportes en plus qui fait que, voilà. Et je ramène ça maintenant à notre fameux ISF. Mon problème avec l'ISF, c'est qu'est-ce que tu m'apportes en plus ? La France est aujourd'hui un enfer fiscal et on rajoute un impôt de plus. Tu vois ? Donc, là, je t'ai argumenté ma position. Elle est contre-argumentable. Et ça, c'est intéressant. Le contre-argument, c'est quoi ? C'est qu'on est une des plus grandes puissances du monde. On offre vraiment des possibilités aux gens qui vivent ici, qui sont 100 fois plus grandes et intéressantes que dans la plupart des pays du monde. D'ailleurs, on va commencer que par là. Je pourrais très bien aussi avoir ce contre-argumentaire-là. Il n'y a que 40 pays dans le monde aujourd'hui qui te permettent de travailler sur Internet. Donc déjà, en l'occurrence, si tu voulais me contre-argumenter, tu es dans ta voiture ou je ne sais pas où tu m'écoutes, mais tu pourrais me dire « Bon Nicolas, c'est bon, ferme-la parce que si tu n'étais pas en France, eh bien tu ne pourrais pas faire ce que tu es en train de faire là et je ne t'écouterai pas. » Et tu aurais raison. Et donc dans ces cas-là, te dire « Bon, écoute, tu payes l'ISF et tu la fermes. » Sauf qu'il y a 40 pays qui proposent Internet. Et dans ces 40 pays, tu peux y aller. Alors, c'est pas vrai, il n'y a pas 40 pays. C'est une information qui commence un petit peu à dater. Il y a de plus en plus de pays qui proposent le web, l'accès au web. Bon, c'est pas tous les pays du monde. Je crois qu'il y a 288 pays dans le monde. Je n'ai pas le nombre de pays exact, mais globalement, on a plus de 250 pays dans le monde et tu n'en as qu'une partie qui propose de travailler sur Internet. Bref, voilà. Je reviens maintenant à mon sujet de base. On était, je te le rappelle, en 1974, alors que Valéry Giscard d'Estaing a fait une étude pour proposer un impôt sur la fortune aux Français. Sauf que l'étude a conclu une inefficacité de cet impôt et donc la loi n'a pas été retenue. À partir de là, il est créé, d'accord, sous notre ami François Mitterrand. Donc tu connais François Mitterrand, tu sais François, mais si tu sais, c'est le président. C'est the president of the France qui a aboli la peine de mort et surtout qui a créé l'IGF. Ah ouais, ça peut-être que tu ne le savais pas. Ça ne s'appelait pas l'ISF, ça ne s'appelait pas l'impôt sur la fortune. Non. Ça s'appelait l'impôt sur les grandes fortunes, tu vois.
un moment donné, ils ont voulu lui faire un lifting et ils ont changé le G en S. Bon, bref, peu importe. Si tu veux vraiment tout savoir, c'est le gouvernement Mauroy qui a créé l'IGF. Ok ? Mise en place de l'IGF sous le septennat, puisqu'à l'époque c'était des septennats avec notre ami François. Nous avons eu 2 septennats, mais avec François, c'était pas pareil. Il y avait une certaine forme de respect qui n'existe plus aujourd'hui pour notre classe politique. Mais bon, ceci étant, c'est un détail. Donc, mise en place sous le septennat de François, et le 1er janvier 1982, 22 jours avant ma naissance, je suis pas très fier là, je vais pas te mentir, eh bien, l'IGF voit le jour, et ça y est, c'est parti. Il commence à y avoir des gens qui payent cet impôt. Alors, petite donnée intéressante, peut-être que tu te poses la question, 3 millions de francs, d'accord ? C'était la barre, le seuil. Alors, je vais quand même te donner les explications après, mais l'ISF, alors l'IGF, ensuite ISF et maintenant IFI, sont des impôts sous forme de seuil. Ce qui veut dire qu'en fait, on définit, on tire une droite, voilà, de manière arbitraire, hein, bien évidemment, on tire un trait, voilà. Et on dit, au-dessus de ce trait, tu es riche. Donc déjà, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qu'être riche ? Ouais, j'ai pas la réponse, d'accord ? Si c'est avoir de l'argent, je pense que c'est une grosse connerie, mais c'est mon avis personnel, là encore. Bref, qu'est-ce qu'être riche ? Ok, première question. Apparemment, c'est avoir un montant sur son compte en banque. Donc, quelqu'un qui vole de l'argent à la banque est riche. Ma remarque était débile, je te le consens. Mais tu vois ce que je veux dire ? Si tu voles de l'argent et que tu le mets sur un compte, tu es riche puisque tu dépasses le seuil. Si tu sentais que tu as volé plus d'argent que le seuil ne le demande. Mais as-tu réellement gagné cet argent ou l'as-tu pris ? Et on revient à la question de base. Prendre contre gagner. Et je vais t'expliquer, parce que là, on commence à toucher du doigt le vrai fond du problème. C'est que je crois qu'il y a un vrai problème avec cette réflexion autour de l'ISF, et c'est pour ça que je fais cette émission. Je pense qu'on a un problème déjà sur ce principe-là, la différence entre prendre et gagner. Prendre de l'argent, tout le monde sait le faire. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes dans ce pays qui jouent au loto. Voilà, ça c'est prendre de l'argent. Je prends mon loto, je prends mon banco, je prends mon je ne sais quel jeu à gratter que je n'ai jamais pris. Mais déjà, on est dans une mentalité de prendre. Et prendre de l'argent ne fera jamais de toi quelqu'un de riche. Si tu arrives à comprendre ça, tu as compris 98% du problème. Parce que le problème de l'État, c'est qu'il veut nous prendre. Et comme il est dans une logique de prendre, eh bien tu vois comment ça termine. On vient de passer sur plusieurs années de prise allègrement sur les comptes de différentes personnes, finalement sans aucun justificatif. Et à un moment donné, les gens ne sont plus d'accord. Bon, je ne vais pas revenir sur l'actualité. Tu vois très bien à quoi je fais allusion. Et je crois que cette mentalité de prendre, elle est nocive. Mais paradoxalement, on est des êtres humains et nous avons tendance à convoiter ce que possède notre voisin. Mais en réalité, moi, je vais nuancer encore mes propos parce que je ne crois pas qu'on convoite ce que veut notre voisin. Je crois qu'en réalité, on a plus tendance à être face à notre propre image. C'est-à-dire que je pense qu'on regarde en fait ce qu'a fait l'autre. On est des animaux qui se comparons. Hein. Je pense que c'est une réalité. Mais dans cette comparaison, ce qu'on oublie de trop souvent nous dire, c'est que on a tendance finalement à nous positionner nous-mêmes à la place de l'autre. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui va venir du même endroit que toi, qui n'a pas le même parcours que toi, mais qui pour toi a mieux réussi que toi, tu vas avoir tendance à t'en vouloir à toi-même. En fait, je pense que c'est pas qu'on veut prendre à l'autre ce qu'il a obtenu, c'est difficile pour nous d'accepter que l'autre a été capable de faire ce que nous, on n'a jamais été capable de faire, alors qu'on s'en sent capable. Je ne sais pas si tu comprends le paradoxe, mais je crois que l'être humain est paradoxal. Bref, voilà. Finalité, on revient à mon sujet de base. Je te disais que donc sous François Mitterrand, il y a eu ce fameux impôt qui a été donc créé le 1er janvier 1982 et que le seuil de l'époque était 3 millions de francs. Alors, tu te poses peut-être la question, et je vais faire le calcul immédiatement, d'accord ? 3 millions de francs, d'accord ? Combien ça fait en euros ? Ça nous fait 450 000 euros. Alors, pour être précis, un petit peu plus, si tu le fais réellement avec les virgules, à 150 000 euros le million de francs,
à 450 000 euros, d'accord, de capital, eh bien tu es riche. Alors, j'adore cette émission en fait. Je suis désolé, je suis déjà mort de rire. Tu sais, toi qui m'écoutes là, oui toi, oui c'est à toi que je parle. Si tu as une maison, tu es riche. Tu la sens là, toute l'ironie. Tu te rends compte là t'as sûrement dans tous ces gilets jaunes qui vont dans la rue et qui réclament le retour de l'ISF, dans toutes ces personnes qui sont scandalisées. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de propriétaires en France. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 50% des personnes, tout le monde n'a pas des maisons ou des appartements à 450 000 euros, mais il y a de grandes chances pour que la plupart des gens aient 200 000 euros leur maison. Et quand tu as réussi à acheter ta maison, c'est très facile de racheter un bien, de racheter autre chose. Donc, j'ai envie de te dire, t'es riche ? Eh ouais mec, en 1980, t'es riche. Et quand tu sais que les salaires n'ont pas augmenté réellement depuis 1980 et qu'aujourd'hui, grâce à plein de petits trucs qui ont évolué par contre, tu arrives à acheter à ce montant-là des choses, réfléchis. Tu es pour le retour de l'ISF ? Réfléchis, tu es déjà riche, tu devrais le payer. Ah là, si je dis ça, là si je te dis qu'en fait tu dois le payer, là c'est pas pareil. Là si en fait tu te rends compte que mon discours te fait réaliser que peut-être on pourrait te prendre à toi, peut-être bizarrement que là tu voudrais pas qu'on te prenne cet argent. Mais bon bref, soyons pas médisants, là c'est pas bien ce que je suis en train de faire, excuse-moi, je continue. Donc 3 millions de francs à l'époque, 450 000 euros aujourd'hui, c'est bien évidemment la somme qui a été retenu pour considérer que quelqu'un soit riche. À cette époque, pour toujours te donner des chiffres fort intéressants, fort riches en enseignement, il y a 104 000 contribuables qui déclarent que leur patrimoine dépasse ce montant. 104 000 personnes, c'est ridicule. Quand tu réfléchis une seule seconde, c'est ridicule. Ce qui veut dire que, là encore, on va sur des réflexions fort intéressantes, ce qui veut dire qu'entre les années 80 et aujourd'hui, ce chiffre a littéralement explosé. Donc, ce qui veut dire que quand tu entends tous ces gens qui se plaignent et que tu sais que les montants des revenus n'ont pas foncièrement énormément augmenté, eh bien, ça veut dire qu'avec les mêmes ressources, les gens ont été capables de gagner 10 fois plus. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Moi, je te dis, hallucinant de voir l'évolution. Les gens se plaignent mais ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que on a la mémoire courte. Moi, tu vois, toutes ces données que je suis en train de te délivrer, je ne les connaissais pas. Et quand j'ai préparé cette émission, je vais vraiment te révéler plein de choses. C'est une émission un peu longue, je suis désolé, mais c'est une émission nécessaire pour la réflexion et la compréhension de ce fonctionnement de l'impôt. Parce que je vais aller un peu loin, hein. Je vais peut-être dire des choses qui vont te mettre mal à l'aise. Là, par exemple, il y a plein de choses qu'on peut m'opposer. Je suis quelqu'un qui aime les raccourcis, je ne vais pas m'en cacher, je vais te le dire tout de suite. Il y a l'inflation que je n'ai pas pris en compte dans tout ça. Il y a la dévaluation des monnaies qui n'est pas pris en compte dans mon raisonnement, mais il y a aussi des choses qui vont à l'encontre de tout ça, c'est-à-dire que plus tu vas compliquer l'équation, moins tu vas la comprendre. C'est pas que je veux pas donner tous les paramètres au problème, c'est que moi ce que je veux que tu réalises, c'est qu'aujourd'hui, cet impôt est un impôt qui est dans la notion de prendre, et prendre n'apporte jamais rien de bon. Bref, on continue, d'accord ? À partir de là, l'IGF va vivre sa vie, d'accord ? Et à un moment donné, alors attends, dernier détail important, j'ai oublié de te dire, c'est quand même super important, l'impôt rapporte 3 milliards de francs de recettes supplémentaires, 3 milliards de francs. Donc 3 milliards de francs, c'est 450 millions ou 45 millions, je ne sais pas. Bon, ça j'ai pas fait le calcul, tu te débrouilles, je ne suis pas bon dans ce genre de conversion. Les milliards, j'ai pas l'habitude, je n'embrasse pas. Hein. Les millions c'est mieux, mais les milliards c'est compliqué. Ok. À partir de là, donc, qu'est-ce qui se passe ? En 87, Jacques Chirac, en fait, décide de supprimer l'IGF. Et oui, comme je t'ai dit qu'il allait vivre sa vie, voilà la vie qu'a vécu l'IGF. Une vie courte, mais intense, d'accord ? Malgré l'argent qu'il a pu rapporter. Puis, comment il s'appelle notre ami là ? Rocard, voilà, ça, je cherchais son nom. Michel Rocard, de son prénom, en 89, d'accord ? Pour financer le RMI, donc revenu minimum d'insertion, que tu pourrais aujourd'hui traduire par le RSA. Enfin, je veux dire, en gros, le RMI est devenu le RSA, bon, tu m'as compris. Rocard, donc, en 89, reprend la base, le fonctionnement de l'IGF, crée l'ISF,
et il crée l'ISF que nous connaissons aujourd'hui. Donc je te rappelle maintenant les grandes bases de l'ISF et puis nous allons maintenant rentrer dans le dur du sujet parce que là je t'ai fait petit topo historique. Enfin, on conclut, mais bon, tu as compris. C'est donc un impôt progressif par tranche sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques. D'accord ? À l'exclusion de celui des personnes morales, bien évidemment. La différence avec d'autres impôts sur le patrimoine, c'est qu'il n'y a pas de, de régularité. C'est vraiment lié 100% avec le fait qu'il y a un seuil. Tu dépasses ce seuil, tu dois l'impôt. Tu ne le dépasses plus, tu ne le dois plus. C'est aussi simple que ça. Et donc, automatiquement, il est revu chaque année. Et donc, tu peux très bien le devoir une année et ne pas le devoir l'année suivante. C'est logique, mais ça fait du bien de le rappeler. Alors, je vais à partir de là arrêter la petite leçon historique. Nous allons venir directement dans le vif du sujet. L'ISF a vécu sa vie jusqu'à nos jours. Et de nos jours, nous arrivons dans un présent plus ou moins lointain en fonction de quel moment tu vas écouter cette émission. Et il aura reçu une très forte modification par notre ami Jean-François Macron. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'appelle tous mes présidents Jean-François. Je trouve que ça leur va très bien parce que de toute façon, ils ne m'intéressent pas du tout. Ce n'est pas la question. Donc Jean-François Macron nous a honoré de la modification de son ISF. Quelle a été cette modification apportée ? C'est une modification qui est profonde puisque à partir de là, tous les détenteurs de parts sociales de société, en tout cas tout ce qui est de la richesse, mais qui n'est pas de l'immobilier, en gros c'est ça, n'est plus considéré dans le calcul du seuil de l'ISF. En gros, seuls les propriétaires bailleurs, dont je fais partie de cette très belle famille, seuls les propriétaires immobiliers, d'ailleurs ce n'est pas obligatoire que tu sois bailleur, ont la chance de continuer à payer cet impôt. Fait amusant, quand tu détiens des actions boursières, tu n'es plus soumis à l'ISF, sauf que une action, c'est une entreprise, une part d'une société, et une société a le droit d'acheter de l'immobilier. Je te laisse y réfléchir. N'est logique que la logique. Enfin, la vraie phrase, c'est pas ça. C'est n'est stupide que la stupidité, mais ceci ne nous regarde pas. Sans transition, je continue, c'était la réflexion du moment, et continuons notre définition de l'ISF. Magnifique impôt. Donc en fait, il y a un système de tranches. Alors, il y a plein de choses à savoir sur l'ISF. En gros, aujourd'hui, tu le payes. Ça, c'est une des modifications qui a été apportée au fil du temps. À partir du moment où tu dépasses 1,3 million d'euros, d'accord, de capital. Donc 1,3 million d'euros, je te le rappelle, c'est la maison de Tata Michel dont tu as hérité, la maison de tes parents et la tienne. En gros, 3 x 4, 12, je ne me trompe pas beaucoup. Selon où tu habites, c'est la réalité. Après, bien évidemment, il y a des endroits où il y a des baraques à 20 000 euros. Je suis au courant. Merci si tu te dis que c'est pas vrai ce que je dis. En tout cas, aujourd'hui, avoir 1 300 000 euros d'ISF, selon ce que tu fais, c'est quelque chose qui peut être relativement rapide. Excuse-moi, je me suis un peu éloigné du micro, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc 1,3 million, ça représente 0,5%. Tu te demandes peut-être quel est le montant que tu payes si jamais tu as 1,3 million de capital. Eh bien, tu auras 2 990 euros à donner à l'administration fiscale. À la suite de quoi, tous les chiffres que je vais te donner se cumulent. J'espère que tu comprends, mais je te ferai le premier mécanisme et tu continueras ensuite. Après, bon bref, on continue. À 1,3 million jusqu'à 2,5 millions, tu dois donner 0,7% du capital. Donc avant, c'était 0,5, 0,7. Puis de 2,5 à 5, on est sur 1% du capital. Puis de 5 à 10 millions, on est sur 1,25 du capital. Et au-delà de 10 millions, l'ISF représente 1,5 du capital que tu dois. Calcul que je ne ferai pas sur la dernière tranche parce que, bien évidemment, tu l'as compris, ça fait mal. Alors, on recommence, revenons à notre calcul d'ISF. Première tranche à 0,5, tu dois 2 990 euros. Si tu arrives en haut de la deuxième tranche à 0,7, tu dois 8 890 plus les 2 990. C'est ce que je te disais. Ça s'additionne. Et à partir de là, tu vas continuer les additions. Troisième tranche, entre 2,5 millions et 5, tu dois 24 000 euros plus les autres tranches. Et puis ensuite, 62 000 euros plus les autres tranches. OK ? Donc voilà. Voilà comment est organisé l'ISF. Alors, l'ISF rapporte à peu près 5 milliards d'euros par an à l'État. Le chiffre que je te donne est de 2015. Alors, pour les chiffres, il y a une explication que je dois te donner, que j'ai appris en cours, qui est très simple, c'est qu'en France, d'accord, tu as un décalage de 3 ans
entre le moment où tu obtiens les chiffres pour une étude, enfin, entre le moment où l'étude est faite et le moment où tu en obtiens les chiffres. C'est comme ça. Il y a 3 ans de décalage. Alors, ce n'est pas toujours le cas, peut-être que je peux avoir des chiffres plus récents, mais moi, je me suis tablé sur un chiffre d'il y a 3 ans en arrière. Et puis en plus, il est vérifié. Et donc voilà. Il y a un autre point très important que je veux que tu entendes. La première chose que je veux que tu saches et que je n'ai pas parlé et qui, je l'ai dit dans l'ouverture de cette émission, est un point fort important à mes yeux. Lors de la mise en place de l'IGF, puis de l'ISF, etc., il y a une entreprise française, un des fleurons français. Alors, malheureusement, j'avais fait des recherches et j'ai perdu le nom de cette société à mon grand désespoir. Il y a une société qui a fermé à cause de l'ISF. Il faut que tu l'entendes. C'est-à-dire que je veux vraiment te donner cet élément-là. Et il a une importance parce que c'était une entreprise familiale et on va en parler ensuite, tu verras, ça a un lien avec tout ça. Donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir retrouvé mes recherches, enfin celle-ci en tout cas, c'était très intéressant. Et cette société, bon voilà, j'avais fait des recherches sur la société, mais bon, ça a été égaré, parfois on ne peut pas tout réussir. Et j'ai raté sur ce coup-là, mes excuses. Bref, toi tu retiens juste qu'une société en France, enfin même pas une société, c'était un groupe financier familial, a fermé à cause de cet impôt et on va en parler ensuite, d'accord ? Donc je t'ai dit qu'il y avait 5 milliards d'euros de recettes grâce à cet impôt et que l'impôt prévoit malgré tout, d'accord, un dispositif, on va appeler ça comme ça, parce que c'est ce que c'est un dispositif qui permet en fait aux contribuables de ne pas payer en fait plus de 75% d'impôts si en cumulant tous les impôts, donc l'ISF et tous les impôts que tu payes déjà, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que tu as compris, l'ISF est un impôt en plus. Quand tu payes l'ISF plus le reste. Ok ? Et donc, en fait, l'État, excuse-moi, je rigole, parce que ça me fait tellement rire. L'État, dans son extrême gentillesse, a quand même mis en place un système qui permet que finalement, si l'ensemble de tous les impôts ISF inclus fait que tu paye plus de 75% d'impôts sur le revenu, eh bien en fait ça s'arrête à 75%. Donc ce qui veut dire que en gros, donc quand tu gagnes de l'argent et que tu t'es fait tout seul et que tu as travaillé pour gagner cet argent, que encore une fois tu n'es pas dans une logique de prendre mais dans une logique de gagner, c'est vraiment le cœur de cette émission. Il faut comprendre qu'en fait, bien évidemment que quand tu as pris l'argent, que tu l'as pris à quelqu'un d'autre et que tu donnes 75% de l'argent que tu as pris, tu t'en fous. C'est un sale riche, il a pris l'argent, il l'a volé, tout ce qui est dans cette logique de prise en fait est justifié et vous avez raison en fait. Quand c'est pris, c'est pas cool. Mais quand c'est gagné, quand tu as bossé, quand tu t'es levé le matin, que tu as fait ton travail, quand tu t'es fait chier, tu as eu des emmerdes, puis des emmerdes, et tu n'as que ça en fait. Quand tu fais des affaires, c'est que des emmerdes à répétition. C'est-à-dire que, je sais pas si tu es au courant, parce que ça, personne ne te le dit, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle, mais en fait, c'est que des emmerdes à répétition. C'est tous les jours, tu as une nouvelle emmerde, et puis tu apprends à la régler, quoi. Puis à la fin, tu es rodé, et finalement, les petites emmerdes du début, qui sont les grosses pour les nouveaux qui commencent, ben pour toi, c'est des toutes petites emmerdes, et tu te dis, oui, tu verras, ça va bien se passer, t'inquiète. Bref, quand tu as bossé, et qu'on te dit, bon, bah, oh, t'inquiète pas, à 75%, je t'en prendrai pas plus, je suis sympa, je te laisse le reste. Merci. Je vais t'inviter à regarder la vidéo de Will Smith qui parle avec un présentateur télé de la fiscalité. Et Will Smith, tu vois, qui c'est Will Smith, hein, il a une chaîne YouTube maintenant d'ailleurs si tu veux voir. Il paye 15% d'impôts. Et puis les gens te disent, oui, je comprends pas, aux États-Unis, les gens donnent de l'argent à l'État spontanément. mais aux États-Unis, on leur prend pas 75%. Les États-Unis sont fiscalisés bien plus que ce que les gens le pensent. Ça, c'est un fait. C'est une espèce de légende urbaine qui dit que voilà, il n'y a pas d'impôt aux États-Unis, il y a de l'imposition, ok, mais un mec comme Will Smith, il est fiscalisé à 15%. Donc en fait, en gros, on est sur un système inversé, c'est-à-dire que là où nous, on en prend 75 à nos contribuables, les États-Unis en prennent 15. Et donc après, il ne faut pas venir s'étonner des retours. Et j'aimerais souligner, bon, c'est un peu facile, là, ce que je vais faire, je le sais, mais elle est tellement belle que je veux la placer, c'est le moment de la mettre. Il faut voir ce qu'ils en font. Et c'est le fond du problème. Quand tu sais que tous les États sont en faillite, bon, on a en droit de se dire que peut-être on n'a pas forcément donné de l'argent à quelqu'un qui t'en fait gagner en retour. Encore une fois, on est dans le cœur du débat. Quand tu donnes de l'argent et que c'est gagnant-gagnant. Quand, par exemple, je te donnais un exemple tout bête. Tu prends un Uber. Uber, c'est dégueulasse. Tu as détruit le métier des taxiteurs, tu es un salaud, tu es tout ce que tu veux. Mais en attendant, Uber, aujourd'hui, couvre des secteurs de marché qui étaient non couverts par les taxis. Et qui plus est, on a constaté, et on constate aujourd'hui,
que là où Uber s'installe, si par exemple, je vais te donner des chiffres bidons, hein, mais tu vas comprendre le fonctionnement. Imaginons que tu habites à Amiens. Alors, on habite toi et moi à Amiens, d'accord? Et à Amiens, le marché des taxis, ça représente en gros en volume d'affaires sur Amiens 100 millions d'euros de transactions, d'accord? Tu as 100 millions d'euros, peut-être que c'est un peu beaucoup, on va imaginer 20 millions d'euros de transactions de taxis sur le marché d'Amiens. Uber s'installe, Uber arrive, donc oui, c'est vrai, il va y avoir des pertes d'emplois, etc. Sauf que le volume d'affaires va passer de 50 millions à 100 millions. En gros, là où Uber s'installe, le volume d'affaires augmente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce service, qui est un service gagnant-gagnant, si les consommateurs l'utilisent, c'est qu'ils y trouvent leur compte. D'accord? On va partir de ce principe. Ça peut ne pas te plaire, tu peux ne pas être d'accord, mais moi je pars de ce principe. Si c'est utilisé, c'est que ça plaît. Si c'est gagnant-gagnant, les gens payent et les gens sont contents de payer. Moi, quand je paye un truc, je suis content de le payer. Quand c'est... Tu vois, regarde, c'est un exemple tout con, c'est le meilleur de mes exemples. Je paye des Mac. Je me suis toujours acheté des Mac, enfin, pas toujours. Je suis passé chez Mac à un moment donné et je n'en suis jamais plus revenu. Et tu le sais peut-être pas, j'ai été pendant très longtemps un mec de chez PC. D'abord, quand j'étais jeune, je jouais en réseau à des jeux, donc Mac pour moi c'était impensable. Pour jouer en réseau, c'est pas vraiment les Mac que tu convoites plutôt des bécanes PC pour aller te connecter et jouer avec tes potes. Et ensuite, l'argument du mec de chez PC qui est tout à fait entendable. Ouais, le prix c'est du vol pour le même prix, nanana. Mais oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est complètement vrai, c'est du vol. Mais, je vais te dire un truc qui est ouf. J'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que j'ai des Mac. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Quand je l'allume, il marche. Quand je m'assois, ça fonctionne. Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille. J'ai plus de jeu dessus. C'est tout con. Moi, je suis un mec super simple. Hein. Tu m'assois devant une console. Tu me dis surtout, n'y joue pas. Tu reviens, je suis en train de jouer. Hein. Mais je te rassure, hein, tu m'assois devant un bon gâteau. Tu me dis non, n'en mange pas. C'est pas pour toi. Tu reviens, le gâteau, il est bouffé, quoi. Tu me mets un truc devant le nez et qui est accessible, je m'en sers. Le fait de ne pas pouvoir mettre de jeu sur mon Mac a grandement contribué aussi à ma productivité. Et d'ailleurs, ça a été une de mes motivations pour basculer chez Mac. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai complètement décroché de l'univers du jeu PC et ça m'a permis de passer à autre chose. Et donc, on en revient à cette notion de gagnant-gagnant et de prendre. Quand tu es dans une logique de prendre, ça ne peut pas être bénéfique. D'accord? Donc, on en revient à tout ça. L'ISF, d'accord, je reviens à mon départ, a un système de plafonnement pour empêcher, d'accord, d'avoir à payer plus de 75% d'impôts. Tout à l'heure, ça m'a fait rire, là, ça me fait un peu moins rire. Et maintenant, le Canard enchaîné, tu connais ce fabuleux quotidien, nous a montré, effectivement, il y a quelques temps de ça, l'inefficacité de l'ISF qui n'était pas approuvée, en fait. Parce que je te le rappelle, si tu as bien écouté cette émission, déjà, à l'époque, lors du gouvernement de Jean-François Giscard d'Estaing, en 1979, lorsqu'il avait fait l'étude, d'accord. D'ailleurs, si tu veux tu veux un petit peu de technicité, c'est Ventejol Blot Merod qui a fait l'étude à l'époque. Donc là, j'ai les liés un peu à l'anglaise, mais c'est Ventejol Blot Merod qui a fait l'étude et qui en avait conclu que cet impôt était totalement inefficace. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce que le Canard enchaîné a révélé que sur 50 des contribuables les plus fortunés de France, d'accord, il y en avait 11 actuellement qui ne payaient pas cet impôt. Parce que, effectivement, je te rappelle une dernière fois le principe de l'impôt, actif moins passif. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais m'exprimer très clairement. Imaginons que tu es une société avec ta mère, ou avec ton père, ou avec ton frère, avec un membre de ta famille. Et que dans cette société, tu tu gagnes au loto. On va remettre le truc. On va prendre un contexte que tu peux peut-être éventuellement entendre. Tu gagnes au loto. Tu gagnes 2 millions d'euros au loto. Tu crées une société avec ton frère ou avec ta mère, avec un membre de ta famille, et dedans tu mets tes 2 millions d'euros et tu achètes un immeuble. Et puis, à la suite de quoi, tu achètes un deuxième immeuble à 4 millions d'euros. Tu vas avoir une banque, tu lui expliques que voilà, tu as cet immeuble à 2 millions d'euros qui te rapporte 200 000 euros par an. Tu voudrais acheter cet immeuble à 4 millions d'euros qui rapporte lui 400 000 euros par an. Tu voudrais faire un emprunt de la totalité puisque tu bénéficies de l'assiette financière suffisante pour te financer. Tu es prêt à faire un apport 200 000 euros par an, tu attends une petite année, tu as 200 000 euros d'apport pour acheter ton immeuble à 4 millions. Ta société vaut moins 2 millions d'euros. Tu ne payes pas d'ISF. Parce que actif moins passif, tu es en négatif
tu ne payes pas l'ISF. Il n'y a pas besoin d'aller voir un avocat fiscaliste. Si derrière tu rajoutes un bon montage financier, tout ce qui va bien derrière, autant te dire que lorsque tu es bien entouré, eh bien, l'ISF n'est payé finalement que par les idiots. Il n'est payé que par ceux qui ne sont pas dans une logique de prise, qui ne sont pas dans une logique de gagner, mais dans une logique de prise. Alors, est-ce que c'est empirique ce que je suis en train de dire ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait son métier et on n'a pas envie de s'occuper de l'imposition. Chacun son métier et à chacun de voir midi à sa porte. L'idée, c'est pas de faire de toi un avocat fiscaliste. On est en train de parler d'impôts. Comme j'appelle tous les présidents Jean-François, j'ai envie d'appeler tout le monde impôt. Bon, bref, c'est pas grave. C'était le quart d'heure rigolade. Enfin, c'est un drôle d'humour, mais bon, tu m'as compris. Bref, c'est très intéressant. Et maintenant, on va aller sur la dimension à laquelle on ne te parle jamais. Ce que nous coûte l'ISF. Que nous coûte réellement l'ISF ? Alors moi, il y a deux choses deux axes que je veux aborder. C'est un choix personnel que j'ai fait. Je reste ouvert à toute remarque. Si tu veux que je fasse une contre-émission sur cette émission, tu me contactes, tu trouveras mon mail. Je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher. Mais il y a deux axes que je veux développer, d'accord ? Deux axes. Le premier qui est en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, cette notion de concurrence par rapport au stylo Bic. Je te rappelle, le Bic et le Pop. Le Pop, c'était mon stylo qui copiait le Bic. Voilà, on va parler de cette concurrence. Et un axe de coût réel qui, lui, est pour moi trop peu abordé, qui est le coût en termes de nos sociétés, d'accord ? Tu vas comprendre. On va commencer par ça d'ailleurs. Comme ça, tu vas comprendre tout de suite. En fait, ce qu'on ne nous dit pas, et que je vais te poser d'abord la question, comme ça on va voir, à ton avis, qui sont les personnes qui payent quelles sont les personnes qui ont le plus tendance à payer l'ISF en France ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Parce que je sais ce que tu es en train de dire, ouais, Nicolas, c'est facile, c'est les riches. Ok, qu'est-ce que c'est un riche ? J'ai envie de te dire, je vais te donner le cas d'école qu'on apprend tous en cours, en fait, qui s'appelle, d'ailleurs, qui aujourd'hui est même cité comme ça s'appelle le cas de l'île de Ré. Donc l'île de Ré, je ne sais pas si tu sais, c'est une île en France où il y a très très peu de biens, en fait, et comme il y a très peu de biens et une très forte demande, qu'est-ce qui se passe ? Les biens montent. Comme les biens montent, le prix explose, etc. L'île de Ré, c'est quoi ? C'est Tata Yo-Yo qui hérite d'une maison à l'île de Ré. Valeur de la maison, 3 millions d'euros. Valeur de l'ISF à payer, bim Troisième palier. Et là, tu reçois une petite note salée. En gros, je te la fais simple. On est sur quelque chose qui va tabler dans les 30 et quelques mille euros. On n'est pas loin des 40 000 euros. Donc, tu hérites d'une maison vide, d'accord, qui te rapporte zéro. Même si tu l'as loué 1000 balles par mois, parce que tu la loueras peut-être 2000, mais tu la loueras jamais 40 000 euros par mois, tu ne pourras pas payer cet impôt et donc tu te retrouves à vendre la baraque et c'était quand même une maison familiale. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça dégueulasse. Et pourquoi je trouve ça dégueulasse à ton avis ? Parce qu'on est dans une logique de prendre. Et là, qui c'est qui prend ? C'est l'État. Alors tu vas me dire, oui mais non Nicolas, tu peux pas voir ça comme ça, l'État prend rien. Mais si, quand tu vends à cause d'un impôt, quand tu te retrouves à vendre à cause d'un impôt, que tu n'as pas... tu t'es pas dit, je vais vendre cette maison parce que je veux m'acheter une voiture. Non, tu te dis pas ça. Tu te dis, non, je vends parce que j'ai 40 000 euros à payer à l'ISF ou l'IFI, j'en sais rien, et j'ai pas les moyens de payer, donc je suis obligé de vendre. Donc on t'a pris le bien. On t'a pas permis de te laisser le choix. Et je te rassure, c'est confiscatoire. Il n'y a pas de moyen. Là, il y a plein de cas en France où tu peux faire un courrier, faire une réclamation, discuter avec l'administration fiscale. Mais là, tu es riche, tu es méchant. Mais quand je dis je te parle à toi. Je parle de ta mère, je parle de ton père, je parle de ta sœur, je parle de ton enfant, je parle de n'importe qui en fait, de gens autour de toi qui vont recevoir ce bout de papier et qui, parce qu'ils sont dans ce pays, vont devoir vendre, n'auront pas le luxe de réfléchir à s'ils veulent garder, voire même entretenir. Parce que le pire dans tout ça, c'est ça. C'est que tu as des châteaux en France qui se sont vendus sous couvert de ces raisons-là et qui sont rachetés par des mecs qui nous pillent derrière. Alors qu'est-ce qui vaut mieux ? Un gars qui veut garder, qui aime le bâtiment et qui va essayer de faire du mieux qu'il peut pour l'entretenir malgré qu'il n'en a pas les moyens, ou vendre à un gros riche qui lui va nous piller de l'intérieur. Je sais pas, mais bon, ne regarde pas, c'est encore une réflexion de merde, peut-être que j'ai là, mais tu vois où je veux en venir. Bon bref, on continue. Donc qui paye le plus ? Qui paye le plus ? Je vais te le dire. En fait, ce sont les entreprises familiales. Je ne sais pas si tu le savais. Moi, je ne le savais pas. Mais en fait, toutes les entreprises de taille intermédiaire, spécifiquement celles qui sont familiales, sont gangrénées par l'ISF. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont en œuvre et réfléchis-y, tu vas comprendre.
Quand tu es une entreprise de taille familiale, tu n'as pas les moyens des grands groupes. Tu es dans des positions intermédiaires et tu ne peux pas arriver à rivaliser, ce qui est normal. Question de surface financière. Et la finalité, elle est très simple. Elle est que, qu'est-ce que tu fais ? Bien, tu agis en fonction de l'impôt. Tu n'agis plus pour la richesse de l'entreprise, tu n'agis même plus pour l'emploi. Tu n'agis même plus pour développer la société. Et pire que ça, tu ne vends même plus la société parce que là encore, l'impôt te guette. Et quand l'impôt devient oppressant, quand l'impôt est dans une position de prendre et non plus de gagnant-gagnant, eh bien on se retrouve acculé, on se retrouve bloqué. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de sociétés actuellement en France qui sont en réalité dirigées par des personnes vieillissantes. Je te prie de m'excuser si tu fais partie de ce cadre-là, mais parce que la vente est calculée en fonction d'un impôt quelque part qui n'est pas destiné à eux, parce qu'au départ, je pense sincèrement que cet impôt, d'ailleurs, je crois que c'est le moment de le placer, je pense sincèrement que la volonté qu'il y a derrière cet impôt, elle n'est pas pour aller dans ce sens-là, sauf que, en fait, si tu veux, ça marche pas le truc, voilà, ça marche pas, point, je veux dire, c'est comme si tu me disais, je rajoute un deuxième volant dans une voiture pour voir si ça peut marcher, si on est deux à tourner le volant, ça ira plus droit, tu peux essayer, tu peux le faire, tu peux le mettre en place, tu peux vouloir voir si vraiment ça fonctionne bien, mais la réalité c'est qu'une fois que c'est mis en place et que tu vois que ça marche pas, ben ça marche pas. Il faut être capable d'avoir le courage de se dire ok, on supprime complètement, on n'en parle plus. On va en parler après du dernier point et puis voilà. Là, comme on est dans une logique de prise à 3 niveaux par rapport à la société familiale, l'impôt vient créer une pression qui déforme complètement les décisions, les choix stratégiques, les investissements et même la vente de l'entreprise. Dans tout ce que je viens de t'énumérer, eh bien on se retrouve dans une problématique qui est très complexe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des chefs d'entreprise qui ne veulent plus vendre parce que ils ne veulent pas se retrouver assujettis à l'ISF, qui restent en place alors qu'ils ne devraient plus rester en place parce qu'ils sont vieillissants. La société, parce qu'elle est assujettie aussi à l'ISF, ne fait pas les investissements qu'elle devrait faire, etc., etc. Remise en question quand tu nous tiens. Et on termine avec le dernier des points qui est le point qui m'intéresse le plus personnellement. C'est une croyance personnelle qui est encore une fois réfutable mais que je vais quand même te donner. On va parler des Lamborghini. Prix hors taxe d'une Lamborghini, d'accord ? Tarif arrêté à 2017 pour des raisons très simples. C'est parce qu'aujourd'hui je ne comprends rien aux cartes grises, donc j'ai fait des recherches sur 2017. Et puis j'avais pas envie de faire les recherches avant, c'était plus simple. Donc on va partir que là-dessus. Prix hors taxe d'une Lamborghini Hurricane Performante, non alors Hurricane, 210 000 € hors taxe, ok ? À ça, il faut ajouter la TVA, ok ? Alors avant qu'on commence, je vais te donner des chiffres. Qui se paye une Lamborghini ? On se paye une Lamborghini quand on a plus de 5 millions d'euros de patrimoine, ok ? Donc ce qui veut dire que, regarde, je te fais un calcul mathématique, ce que je te donne c'est empirique, donc on va être très clair, d'accord ? Quand tu as environ 5 millions d'euros de patrimoine, d'accord ? Tu payes très précisément à l'ISF, ok ? 24 plus 9, ok, tu payes entre 30 et 40. On est d'accord ? Tu payes entre 30 et 40 000 € d'impôts. On est bien d'accord. Ok, donc ces personnes-là ont les moyens de se payer une Lamborghini Hurricane. Et à 210 000 € hors taxe. S'ils achètent la Lamborghini Hurricane en Belgique, ils payent 54 132 € de TVA en plus du prix de la voiture. Et dans ce prix-là, tout est inclus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la TVA, la TMC, l'ATR, la carte grise et l'éco-malus. D'accord ? Alors, tu te poses peut-être des questions. TMC, taxe de mise en circulation. TR, taxe de roulage. Donc, ce qui n'est pas ce sont des taxes que tu n'as pas chez nous, mais qui peuvent se retrouver dans les exemples que je vais te donner. D'accord ? Ensuite, en France, on fait par ordre... pas par ordre, on fait comme j'ai envie de faire. En France, d'accord ? Pour la même voiture, toujours 210 000 € hors taxe, on est à 54 559 € de TVA. D'accord ? Enfin, TVA plus le reste. Donc là-dedans, tu as 42 000 € de TVA contre 44 000 € en Belgique. Donc plus de TVA en Belgique, moins en France. Ça, c'est un bon point. Par contre, en France, on n'a pas de TMC, 0, alors qu'en Belgique, ils en ont une, 5 000 €. Pas de TR, d'accord ? Et il y en a une en Belgique. Catégorie carte grise, chez nous, c'est 2 559 €. Chez eux, il n'y en a pas. Et l'éco-malus, chez nous, c'est 10 000 €. Et chez eux, il y a 2 500 € d'éco-malus. OK ? Donc, en gros, on va être très clair. Tu as à peu près 400 balles de différence entre la France et la Belgique. On reste dans nos chères contrées. Maintenant, voyons avec le Luxembourg. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ah, mais Nicolas, le paradis fiscal. J'en ai rien à foutre. Moi, je fais comme avec mon stylo Bic que je t'ai dit au début.
Quand tu es en France, aller en Belgique ou aller au Luxembourg, c'est une commodité. D'accord ? On est bien d'accord. Et là, le coût global, en plus des 210 000 euros hors taxe, il est de 36 000 euros. 35 000 euros de TVA, il n'y a pas de TMC. Il y a 435 euros de TR, donc de taxe de roulage. Il n'y a pas de carte grise et il n'y a pas d'éco-malus. Qu'est-ce que tu penses que va faire la personne qui a les moyens de se payer une Lamborghini ? Sincèrement, quand juste en changeant de pays, tu peux la payer moins cher. Bon, je ne réponds pas, la réponse est évidente. Mais là où le bas blesse, pour moi, c'est pas ça. Là où le bas blesse, c'est que, en gros, d'accord, l'argent que prend l'ISF, c'est globalement, je pense que tu vas être à peu près d'accord avec moi, c'est globalement la TVA de cette voiture. Ça veut dire que, en clair, et là je vais parler de quelque chose de très personnel, moi j'ai des personnes que je connais qui ont quitté la France et qui ont acheté ces véhicules dans le pays où ils se sont installés. Est-ce que tu penses que la France n'aurait pas plus d'argent à gagner en incitant au maximum ces gens riches à dépenser l'argent sur leur sol ? Parce que l'argent, c'est quoi ? C'est quelque chose qui doit circuler. Et si l'argent doit circuler, le but, c'est de l'aider à circuler et non de prendre de l'argent. Nous, on veut prendre pour avoir, parce que c'est ça l'idée de prendre. Quand tu prends, c'est pour avoir, c'est pour être sûr d'avoir. Tu te dis quoi ? Je préfère mettre un ISF, être sûr de leur prendre du pognon, plutôt que me dire que je vais créer une espèce de terreau favorable et espérer avoir. Je ne prends pas le risque d'espérer avoir les choses. Sauf que en agissant comme ça, tu n'as rien du tout. Parce que les gens qui ont le choix, qu'est-ce qu'ils font ? Ils choisissent. Parce que c'est ça le grand malheur. Ceux qui vont finalement payer, et on revient à l'exemple de ce que je te disais tout à l'heure, ce sont les sociétés qui, elles, n'ont pas le choix. Quand tu exploites en France, quand tu es une famille qui a un business model français et qui exploite en France, comment tu veux faire ? Tu es obligé de payer. Mais quand tu es une personne mobile qui a le choix, tu choisis. Et qui aurait tort de blâmer ceux qui ont le choix de choisir ? Personne. J'attendais ce moment depuis le début de l'émission. C'est sûrement le meilleur moment de l'émission. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu fumes ? Est-ce que tu fumes ou est-ce que tu bois de l'alcool ? Moi, je pense qu'il y a 90% de chances que tu fumes ou que tu aies fumé dans ta vie. Et laisse-moi te poser maintenant une autre question et c'est celle-ci qui définira vraiment toute cette réflexion. N'as-tu jamais acheté, quand tu en as eu l'occasion, dans un aéroport, dans les free tax, ou en Andorre, parce que tu étais dans un paradis fiscal, ou en Belgique, ou je ne sais dans quel pays, où finalement la cigarette est moins chère, n'as-tu jamais acheté un paquet de cigarettes moins cher qu'en France ? Pour moi, tout le sujet de l'émission que je viens de développer tient à cette question. Si tu réponds oui, si une fois dans ta vie, tu as acheté un paquet de cigarettes dans un pays où le paquet était moins cher pour bénéficier de l'avantage fiscal, alors tu n'as plus le droit de parler à mal des riches. Je te l'interdis. C'est tout. Si par contre tu ne l'as jamais fait, tu peux critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais dans les deux cas, que tu sois d'un côté ou de l'autre, réfléchis bien à ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de prendre de l'argent contre rien, pour rien, sans aucune raison, en imaginant que parce que tu l'as pris, tu vas être capable d'en faire mieux que eux, en imaginant que parce que cet argent a été pris, il l'est encaissé et que donc, ça y est, c'est gagné ? Ou est-ce que tu es plutôt dans cette logique de gagnant-gagnant et de te dire, ok, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux mettre en place pour les inciter à venir dépenser de l'argent dans mon pays, pour les inciter à venir faire fonctionner mon économie ? Quand tu payes 54 000 euros, toutes taxes confondues en France, avec la TVA, etc., l'argent il va bien dans les poches de l'État français. C'est bien de l'argent que tu encaisses. Si tu enlèves l'ISF et que le mec s'engage à acheter une Lambo en France, ou en tout cas, il n'a pas besoin de s'engager, s'il a envie de se la payer et qu'il est en France déjà, rien que là, en vérité, tu as tout gagné. Le mec qui s'est payé sa Lambo, il a payé les taxes qui vont avec la Lambo. Ok, tu peux pas te la payer. Ok, c'est chiant de se dire, j'aimerais bien en avoir une, mais j'y arrive pas. Ça, je peux l'entendre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que le mec paye ou pas ses impôts. Dès l'instant qu'il l'a payé en France, l'affaire, elle est entendue. Cherche plutôt à inciter les gens à consommer dans ton pays plutôt qu'à vouloir leur prendre l'argent et à les faire partir et du coup à consommer à l'étranger. Parce que tu le vois, regarde, l'écart, il n'est pas si énorme que ça. Bon, il y a un écart. Ok, tu as tendance à vouloir aller au Luxembourg. Mais franchement, je vais te le dire sincèrement, quand tu gagnes ta vie et que ça se passe bien avec ton pays, t'es pas à 10 000 balles près. Surtout quand tu gagnes de l'argent. Surtout quand la concession elle est à côté de chez toi et qu'elle va livrer la voiture devant chez toi.
Et ça a une valeur. Mais ça, il n'y a que ceux qui savent comment gagner de l'argent qui le comprennent. Ceux qui prennent l'argent sans réfléchir à ce qu'il peut y avoir derrière, ceux-là, eux, ne le comprennent pas. Ça, c'est sûr. Voilà, j'avais envie de te faire une émission sur l'ISF, l'IFI et toutes ces conneries. Tu as compris que j'étais pas forcément pour cet impôt. Tu as compris aussi que je ne suis pas réfractaire à toute discussion autour de ça. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être dites. Cette émission est incomplète. Elle a pris le sens que je voulais lui donner. Il y aurait beaucoup de choses à dire à contresens de ce que je viens de te dire. Moi, personnellement, je ne suis pas contre parce que je suis dans l'immobilier. Je suis contre d'abord parce que j'ai vu des gens autour de moi partir à cause de cet impôt. Vraiment. C'est-à-dire que ça a été une des motivations premières. Deuxièmement, c'est un impôt qui fait peur. C'est un impôt qui fait peur parce qu'il se cumule à d'autres impôts et que la France crée déjà une certaine forme de pression, et tous les entrepreneurs français te le diront, autour de son système, qui est déjà assez complexe à gérer au quotidien. Et rajouter encore cet impôt-là par-dessus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça finit de te matraquer la tête. Et c'est vrai que c'est à double tranchant. Il y a une chose et une dernière réflexion que je veux te donner, à laquelle je pense beaucoup de gens ne pensent pas. Cet impôt, c'est aussi et surtout, je crois, un impôt qui empêche beaucoup de gens de se lancer. Je pense que cet impôt est au bénéfice des riches. C'est très contre-intuitif cette fin d'émission, mais j'aimerais que tu y réfléchisses une seconde. Quand tu es riche et installé, tu t'en fous en fait. Tu sais comment ça fonctionne. Mais si toi tu m'écoutes et que tu as envie de te lancer, tu as envie de tout péter, tu as envie de devenir riche, tu as le droit. Hein. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je ne te jugerai pas pour ça. Tu veux devenir riche, ben, tu vas voir que tu vas te poser la question de l'impôt. Et que si l'impôt te fait peur et qu'il t'empêche de te lancer, tu vas avoir tendance à te barrer. Tu vas avoir tendance à aller ailleurs. Et puis surtout, tu vas rendre le ticket d'entrée de l'entrepreneuriat dans le pays en question plus élevé, plus dur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les seuls qui vont entreprendre, ce sont les enfants de ceux qui sont déjà en place parce qu'ils auront les moyens et les connaissances et tout ce qu'il faut pour faire face à cet impôt-là. Mais les gens du caniveau, comme toi et moi, nous, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, la cerise sur le gâteau de toute cette histoire, ce que nous coûte cet impôt est invisible en fait. C'est invisible et pervers. Parce qu'en réalité, on croit que ça nous fait perdre de l'argent que de ne plus l'avoir, ou voire pire, que de ne pas le facturer à ces personnes-là. Mais je pense que ce qu'on voit n'est pas ce qui nous coûte le plus. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est difficile à comprendre. Et quand tu encadres quelque chose comme des individus comme ça, d'impôts, et qu'à l'arrivée, tu te rends compte que les plus riches arrivent à le détourner et qu'en plus, ils sont capables de continuer d'entreprendre et de créer, tu comprends que ceux qui sont au début de l'aventure, ceux-là qui ne vont pas avoir le choix que de le payer, vont vraiment payer le vrai coût de cette décision. Écoute, même moi, ça me fait réfléchir, tu vois, cette fête d'émission, je reconnais que c'est pas facile, c'est un sujet compliqué. Je pense qu'il mériterait des heures et des heures de discussion avec d'autres personnes, mais bon, voilà, je suis seul dans les studios. Écoute, ça m'a fait plaisir. Pense à me laisser une note, à parler de cette émission à une personne autour de toi. Tu peux, en allant sur le site, télécharger mon livre. Et, je te le rappelle, j'ai un programme qui s'appelle Fisca Facile. Si vraiment tu as envie que la fiscalité française ne soit plus un secret pour toi ou plus cette montagne compliquée à franchir, si tu veux comprendre comment marchent les contrôles fiscaux, l'ISF, tous ces mécanismes dont un que je t'ai expliqué dans cette émission, il ne te reste que à aller sur le site, c'est dans l'onglet Programme et nous nous retrouverons dans une magnifique et très longue explication. Vraiment, ce produit-là est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il peut y avoir. Je crois qu'il y a plus de 15 heures de programme. Alors, ces 15 heures de fiscalité, ça ne fait pas rêver. Mais tu ressors de là avec des connaissances que tu ne pourras trouver nulle part ailleurs. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que tu peux le tester gratuitement. Tu n'as qu'à t'inscrire. Allez, moi, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Salut!